Bonjour à tous, merci à EDF pour cette invitation. Ce que je vais faire, en fait, c'est une rapide introduction de la thématique de la matinée, et puis ensuite j'appellerai les invités de la première table ronde. Donc on va parler, Michel l'a dit, on va parler d'aménagement, ce qui en soi est assez classique, notamment lorsqu'on parle du Grand Paris. Mais ce qui est plus original, c'est effectivement le fait qu'on parle d'aménagement ici, au sein de la Fondation Electra, donc chez EDF, dont le métier, a priori, n'est pas l'aménagement en fait. Et en soi, encore une fois, le fait de parler d'aménagement ici, ça constitue une rupture. Et c'est en fait cette rupture qui va être un petit peu au cœur des débats de la matinée. Avec le fait que, encore une fois, cette rupture, elle est révélatrice de deux éléments, de deux mutations. Premier point, le jeu des acteurs de la fabrique urbaine, il devient beaucoup plus ouvert, et en particulier les acteurs classiques de la chaîne de l'aménagement et de l'immobilier sont en train de changer de rôle, et c'est ce qu'on verra dans la première table ronde. Et puis, deuxième point, c'est le fait, pour reprendre le titre d'un livre d'Ariela Masbounji, c'est le fait que l'énergie est désormais au cœur du projet urbain. Et c'est vrai d'énergie, c'est vrai aussi du numérique, et plus particulièrement, ça témoigne du fait que finalement, tout ce qui concernait les infrastructures d'énergie, du numérique, de l'eau, des déchets, qui étaient un peu à côté des projets d'aménagement, sont aujourd'hui de plus en plus au cœur des projets d'aménagement, et ça fait que des acteurs qui avant ne se parlaient pas ou assez peu, eh bien, sont de plus en plus obligés de travailler ensemble, et ce sera l'enjeu de la deuxième table ronde. Alors, sur la première table ronde, l'idée, c'était vraiment une petite introduction très rapide pour je dirais, essayer de formaliser ce jeu d'acteurs qui est à l'œuvre. Ce jeu d'acteurs, en fait, classiquement, en France en tout cas, c'est un jeu d'acteurs qui se veut très séquentiel. Donc vous avez ici en fait un petit tableau qui montre la manière dont une opération d'aménagement se passe. Une opération d'aménagement, vous savez, c'est ce métier qui consiste en fait à transformer un terrain qui est nu ou qui était une friche mais qu'on va remettre à nu en des mètres carrés de programme bâtis ou d'espace public. Et ce processus de transformation, eh bien, il fait intervenir plusieurs acteurs qui sont traditionnellement le propriétaire, puis l'aménageur, puis le promoteur, puis l'investisseur, puis l'utilisateur. Et ce mode de fabrication, jusqu'à présent, se faisait de manière très séquentielle. C'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Vous avez d'abord la collectivité qui va définir les règles urbaines, puis l'aménageur qui, classiquement, va procéder à la maîtrise foncière, puis à la définition du projet urbain, puis à la réalisation des espaces publics. Et ensuite, il va vendre des mètres carrés de surface de plancher, vous le savez, à des promoteurs qui, eux, vont intervenir à l'échelle du lot, qui vont assurer, alors évidemment, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Peut-être que les gens qui viennent du domaine de l'énergie, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, c'est pour ça que je me permets d'insister. Donc à l'échelle du lot, c'est classiquement l'échelle d'intervention du promoteur, avec la conception de l'immeuble, puis la réalisation de l'immeuble avec souvent des entreprises de construction, puis la commercialisation, et puis enfin, on passe à l'investisseur et à l'utilisateur, habitant ou entreprise. Et en fait, cette chaîne qui était très séquentielle est en train d'évoluer de deux manières. D'une part, on a une remontée vers l'amont des acteurs de l'aval, et en particulier les promoteurs et les investisseurs se positionnent beaucoup plus en amont. Alors pour plein de raisons, ce sont d'abord des raisons financières. Effectivement, la contrainte financière publique pèse de plus en plus sur les collectivités locales et les aménageurs qui n'ont plus forcément les moyens d'acheter les terrains. Et donc on a un certain nombre d'opérateurs privés qui se positionnent en amont sur l'acquisition des terrains. Mais ça peut être aussi des raisons qui sont liées à des contraintes environnementales et là encore financières qui font qu'un enjeu aujourd'hui dans la fabrique des projets urbains, c'est la mutualisation. C'est-à-dire le fait de penser simultanément l'échelle du quartier, qui relevait traditionnellement de l'aménageur, et l'échelle du bâtiment qui relevait traditionnellement du promoteur. Et ça oblige, par exemple, à penser la question du stationnement de manière mutualisée, ça oblige à penser la question de l'énergie de manière mutualisée, et du coup, les promoteurs remontent plus en amont. En plus de ça, l'usager prend une importance de plus en plus accrue, et le promoteur et les investisseurs sont plus près de l'usager. Donc on a ce premier mouvement, qu'on appelle parfois privatisation, de manière un peu abusive, du projet urbain. Mais dans le même temps, il y a un deuxième mouvement parallèle qui se fait, qui est que les acteurs de l'amont, les collectivités et les aménageurs descendent de plus en plus en aval.
On a des aménageurs qui vont exploiter des panneaux photovoltaïques parce que c'est un nouveau métier et que ça paraît une nécessité pour le quartier. On a des collectivités qui vont se faire utilisateurs, comme par exemple sur le projet Arena 92, qui est présenté comme un projet privé, mais qui a été rendu possible parce que le Conseil général des Hauts-de-Seine a racheté les surfaces de bureaux. Et puis vous avez vu récemment le débat sur les cahiers des charges très prescriptifs qui seraient imposés par certains aménageurs à des promoteurs. Et là aussi, c'est bien cette idée que les promoteurs s'impliquent de plus en plus, les collectivités et les aménageurs s'impliquent de plus en plus dans les étapes aval du projet. Et puis on a un autre facteur de mutation qui est que l'habitant est en train de changer de rôle et qui s'implique là aussi de plus en plus en amont dans les projets. Alors c'est toute la thématique et tout l'enjeu de l'habitat participatif, où les habitants, sous des formes qui restent encore à inventer, cherchent à intervenir eux-mêmes sur la conception et la fabrication des projets. Mais c'est aussi le cas notamment dans le domaine de l'énergie et dans plein d'autres domaines où de plus en plus l'habitant usager, consommateur, devient également producteur d'énergie, producteur de places libres dans sa voiture ou dans son logement, ça c'est toute l'économie du partage, producteur de financement, producteur de données, et du coup, il est en train de changer de rôle. Et du coup, l'ensemble de ces facteurs de mutation font qu'on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus imbriqué, beaucoup plus recomposé, et cette recomposition va s'accentuer avec le fait que, et c'est les petites étapes que vous avez ici en bleu, sous l'effet notamment des évolutions technologiques, environnementales et numériques, il y a de plus en plus d'étapes qui s'invitent dans la conception et la réalisation d'un projet urbain. De plus en plus, il va falloir intégrer la question de l'éclairage intelligent, du financement participatif, de la maquette numérique, de l'impression 3D dans le bâtiment, de l'agrégation de services auprès des utilisateurs. Et sur ces étapes, apparaissent de nouveaux entrants dans la chaîne de l'immobilier. Alors ça peut être des nouveaux entrants qui existaient déjà mais qui viennent d'ailleurs. C'est le cas des entreprises qui rentrent par l'énergie, c'est le cas des entreprises qui rentrent par le numérique. Mais ça peut être aussi vraiment de tout nouveaux entrants qui vont se positionner sur un tout petit chaînon qui va être par exemple l'information en temps réel, l'impression 3D dans le bâtiment, la gestion de données. Et du coup, cette image que vous avez sous les yeux, en fait, elle montre que voilà, on assiste encore une fois, me semble-t-il, à une vraie rupture qui est que, alors que classiquement, on avait des acteurs de l'aménagement qui intervenaient chacun sur leur métier, l'aménageur, puis le promoteur, puis l'investisseur, de plus en plus, les rôles de chacun sont en train d'évoluer, la fabrique de la ville est en train de se fractionner, et la question, c'est de changer de règle. En fait, avant, on était comme les pièces d'un jeu d'échecs, où le rôle de chacun était défini par rapport à son rôle. Le promoteur commercialisait, l'aménageur achetait les terrains. De plus en plus, on est dans un jeu de Go où l'idée, c'est que les pièces ont la même liberté de mouvement, et l'enjeu, c'est la manière dont elles se combinent entre elles pour continuer à produire la ville. Du coup, pour discuter de tout ça, l'idée c'était de faire venir les acteurs qui sont ici. Et donc j'invite les intervenants de la première table ronde à monter sur l'estrade. Donc merci déjà d'avoir accepté d'intervenir. On peut le laisser. Alors, Astrid Poulain, vous êtes directrice du développement et des études chez Sequano Aménagement. Sequano Aménagement, c'est l'une des principales SEM en France, et en tout cas la principale SEM sur le département de la Seine-Saint-Denis. Vous travaillez sur des opérations aussi emblématiques que l'aménagement des docks Saint-Ouen ou le réaménagement du canal de l'Ourcq. Et si je peux me permettre, je vous mettrai dans la catégorie de l'aménageur classique. Et vous aurez aussi une tâche à assumer aujourd'hui qui va être un petit peu d'être le porte-parole, si vous voulez bien, aussi de la collectivité qui n'est pas ici présente, mais qui est évidemment un acteur important. Nicolas Gravide, vous êtes directeur d'Eiffage Aménagement, et donc vous êtes plutôt sur la ligne des promoteurs qui se positionnent en amont sur le métier de l'aménagement, et vous nous direz plus précisément ce que ça signifie. Et puis Caroline Pandreau, vous êtes directrice de projet chez Faber Novel, qui est une agence de design en services urbains, et vous allez être un petit peu le porte-parole, si vous voulez bien, de ces nouveaux entrants, et qui justement imposent de nouvelles manières de faire la fabrique urbaine. Donc on va faire la table ronde en deux temps principalement, avec une première question que je vais vous poser à tous les trois, qui est de savoir, de votre point de vue, qui est le vôtre, votre posture, quels sont justement les changements que vous observez aujourd'hui de la fabrique urbaine ?